Il est toujours très difficile de dire exactement d'où vient son influence, mais on peut sans doute le deviner. On peut deviner une influence. Je crois que j'ai su l'influence des choses sur moi après. Je ne l'ai pas su tout de suite. Ce sont des choses qui sont remontées au fur et à mesure et que j'ai compris au fur et à mesure. Je crois que l'influence vient bien sûr des grands auteurs français qu'on lisait quand on était à l'école. Mais moi, je me souviens, au-delà d'une influence, je me souviens de celui qui m'a donné envie d'écrire. Ça, je m'en souviens très très bien, de la personne qui m'a donné envie d'écrire. C'est un auteur-compositeur, un très très grand poète qui s'appelle Jacques Brel. Et je me souviens, j'avais 14 ans, je me souviens avoir entendu pour la première fois une chanson qui s'appelle « Ne me quitte pas ». Et je me souviens de ce jour. J'étais assis à ma table en train de dessiner. Et je me souviens de ce jour, de ce déclic. Quand j'ai écouté ça, quand la chanson était finie, je me suis dit, ça doit être extraordinaire d'écrire. Ça doit être quelque chose de magique. Ça je m'en souviens très bien. Et puis il y a eu les auteurs qui sont arrivés. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que les deux auteurs qui m'ont le plus bouleversé de toute mon écriture, de toute ma vie de lecteur, c'est certainement Garcia Marquez et Céline. Ce sont les deux qui pour moi sont ce que j'appelle des écrivains irremplaçables. Rien ne peut remplacer un texte de Céline, rien. On peut remplacer Sartre par Camus, on peut remplacer Bourdieu, on peut remplacer beaucoup de choses, mais on ne peut pas remplacer Céline. Céline, c'est un texte unique au monde, et Garcia Marquez aussi, il y a une fulgurance qui m'a toujours impressionné, quoi. Lire Céline, c'est... D'ailleurs, je me rappelle de cette phrase de Céline. J'ai un CD que j'ai acheté d'une interview de Céline où le journaliste lui demande « Pourquoi écrivez-vous » Et il dit « J'écris pour rendre les autres illisibles ». Donc je pense qu'il était conscient de sa fulgurance, de sa puissance. Voilà, ça je pense. Et puis il y a eu beaucoup de choses romantiques aussi. Je suis arrivé à la littérature par l'opéra, curieusement, j'aime bien le romantisme de l'opéra, de Puccini. Ce sont des choses qui m'inspirent pour écrire. Voilà, je pense qu'on peut arriver à la littérature, pas forcément par la littérature. On peut arriver à la création littéraire par la musique, qui reste pour moi le summum de la création artistique. Pour moi, la musique dépasse de loin l'écriture ou la peinture, c'est vraiment le summum. Et c'est sans doute le seul regret que j'ai, de ne pas avoir été musicien. Voilà, c'est le seul regret que j'ai. S'il y a un regret à avoir, c'est le seul regret. Je suis né dans ce qu'on appelle le quartier des Pamplemousses, qui est un des plus vieux quartiers de Maurice, qui était un quartier que Maï de la Bourdonnais fréquentait assidûment. Il y a la plus vieille église du pays qui est là. C'est un très très bel endroit, il y avait des ventes des esclaves, tous ces lieux sont toujours là. Et moi j'y suis né, c'est un lieu auquel je suis très très attaché. Je suis au fait plus attaché à Pamplemousse qu'à Maurice. Je ne suis pas attaché à des pays, je suis attaché à des lieux. Et Pamplemousse fait pour moi de ces lieux comme à Kosombo, qui est un petit village au Ghana, au centre du Ghana, est un endroit où je suis très attaché. En France, il y a des lieux, voilà, je suis plus un homme de lieu qu'un homme de pays tout entier. Je n'ai pas le sens du nationalisme, je n'ai pas le sens du pays, je n'ai pas le sens de la patrie, j'ai le sens des lieux.
des lieux et des gens. Et Pamplemousse, voilà, Pamplemousse c'est un endroit, bon d'abord qui est très touristique parce qu'il y a le jardin botanique de Pamplemousse qui est le 4e ou le 5e jardin du monde. Et donc, sur les 900 000 touristes qui viennent à Maurice, il y en a au moins 600 000 qui y vont, quoi. Donc c'est un lieu vraiment très fréquenté. Mais moi, c'est un lieu où sont enterrées, où vivent mes émotions. Voilà, c'est un lieu, c'est surtout pour ça que je suis attaché. J'y suis né, mais on peut avoir ses émotions ancrées ailleurs que le lieu où on est né. Hein. Mais moi, c'est le cas, c'est le lieu où je suis né. J'y puise mon inspiration, j'y puise mon bonheur de vivre aussi, parce que c'est un endroit qui est très fort, qui est empreint d'une nostalgie, moi, qui moule mes émotions. Voilà. Il y a une nostalgie qui est en permanence sur ce quartier. Enfin, peut-être que beaucoup de gens ne la voient pas, mais moi, en tout cas, je la sens très fort. Mais Pamplemousse, c'est aussi la grande campagne mauricienne. C'est le lieu de la campagne. C'est le lieu où moi, dans mon enfance, il y avait la lutte pour l'indépendance. Donc Pamplemousse, pour moi, tout ça, c'est lié. C'est un lieu très fort. C'est le lieu aussi, il y a de beaux repères historiques. L'aumônier de Napoléon, lorsque Napoléon a été exilé à Sainte-Hélène, a été envoyé à l'île Maurice. Et il est mort à Pamplemousse, il a été curé de Pamplemousse et il est resté là et il a une très belle tombe. Il s'appelle Monseigneur Buonavita, je crois. Si vous allez à Pamplemousse, ça vaut vraiment la peine d'aller voir le cimetière de Pamplemousse. Et puis il y a aussi ce lieu qui est magique, qui est l'endroit, le bassin des esclaves, là où on les lavait. Et puis la plateforme où on les mettait pour les vendre. On les lavait là et 100 mètres plus loin, il y avait une plateforme en pierre où on les mettait pour les vendre, on les enduisait d'huile, voilà, on présentait la marchandise pour être vendue. Et bien que les historiens disent qu'il n'y a aucune trace écrite de ce bassin comme étant un bassin des esclaves, mais j'ai fait un film sur l'esclavage à Maurice, je sais bien que si on cherche des traces écrites de l'esclavage, on n'en trouve pas, parce que les esclaves n'écrivaient pas et n'avaient aucune manière de put on record leur histoire. Mais lorsqu'une histoire circule dans un village depuis 300 ans, que les grands-pères les racontent à les pères, qui racontent à leurs enfants, qui racontent à leurs petits-enfants, on ne peut pas dire que quelque chose n'existait pas, parce que ça n'existe pas sur papier. Il y a la tradition orale, il y a la transmission. Moi, depuis que je suis petit, mon père m'a toujours emmené voir le bassin des esclaves. Et ainsi, son père l'emmenait voir le bassin des esclaves et son grand-père, et ainsi de suite. Donc, c'est un lieu très chargé d'histoire. Et il y a aujourd'hui, dans ce lieu, un endroit qui s'appelle l'Aventure du Sucre, qui vaut la peine d'être vu. C'est une ancienne sucrerie une ancienne sucrerie désaffectée qui a été transformée en musée, qui raconte l'histoire du sucre. Mais l'histoire du sucre est tellement cousu à celle de Maurice, que raconter l'histoire du sucre, c'est raconter l'histoire de Maurice. C'est raconter l'histoire de l'arrivée des Français, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de l'indentured labor indien, c'est vraiment à travers l'histoire du sucre, c'est l'histoire de Maurice que l'on retrouve. C'est vraiment un lieu, c'est un lieu à voir, parce qu'il raconte bien notre histoire. L'enfance est le moment sans doute qui marque le plus, on l'a dit 1000 fois, et moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance d'une allégresse incroyable et impensable. Nous vivions dans une vieille maison créole, la famille, on vivait dans une vieille maison créole. On était très très modeste, pas pauvre, mais modeste quoi. Mais c'est une maison peuplée de rires, de chants, de gaieté, de joie. Mon père était quelqu'un de très fantasque et ma mère était quelqu'un de silencieux, mais qui comprenait l'humour de mon père. Ce qui fait qu'on
qu'on a vécu une enfance d'une douceur inimaginable, inimaginable. Je me souviens encore lorsque j'ai porté mon premier manuscrit en France, aux éditions Julliard. Mon premier roman s'appelait Quartier de Pamplemousse, où je raconte mon enfance. Ce n'est pas autobiographique, allons dire que c'est une biographie romancée. Je me souviens de la réponse de mon éditeur, qui est un monsieur qui a 70 ans, qui s'appelle monsieur Bernard Barrault, qui m'a dit, quand il a eu terminé le manuscrit, il m'a dit, écoutez, c'est la première fois, c'est une des premières fois où je vois une écriture métisse gay. L'écriture métisse est toujours tellement torturée, toujours tellement douloureux. C'est la première fois que je vois un métis heureux. C'est la première fois que je vois un enfant des îles, métis, qui raconte son enfance dans une colonie, dans des circonstances difficiles, mais avec une gaieté extraordinaire. Mais je crois que notre gaieté à nous venait de l'intérieur, venait de ce bonheur d'être aimé. Je crois que nous avons été, mes frères et moi, voilà, nous nous sommes toujours sentis aimés, entourés, aimés. Je vous disais, mon père était parti à l'âge de 18 ans ou de 19 ans. Dans les années 20, il est parti en Angleterre faire ses études. Il est resté jusqu'en 29 et il est revenu au moment de la Grande Dépression parce qu'il fallait... j'ai oublié de préciser que mon père était agriculteur. Mon grand-père était agriculteur et mon père aussi. Mon père était fait des études d'ingénieur, puis il est rentré, et comme mon grand-père mourait, lui a dit, il faut prendre en charge des terres. Et donc il a abandonné son diplôme d'ingénieur et il est devenu agriculteur toute sa vie. Donc, mais en même temps, il nous a ouvert sur le monde, parce que les Mauriciens qui allaient passer 9 ans à Londres dans les années 20, il n'y en avait pas 50 000, quoi. Ça prenait 4 mois pour arriver à Southampton par bateau à voile et à vapeur. C'était un périple, quoi. C'était une histoire incroyable. Et donc il est parti en Angleterre, et puis il est parti en France, il est revenu à Maurice. Et quand il est revenu à Maurice, que nous sommes nés, et nous étions donc une famille d'agriculteurs, de petits agriculteurs, mais mon père avait eu cette formation d'ingénieur, et il était parti à Londres, il avait vu Caruso en scène, c'était quelqu'un de fantasque, mais qui aimait tout, quoi, qui aimait l'écriture, la musique, tout. Et nous avons vécu avec lui une enfance avec d'une imagination incroyable, Il n'y avait pas l'électricité à la maison, mais lui il était ingénieur, il avait fabriqué un moulin à vent, il avait été acheter une ampoule, il a mis un câble et on a eu l'électricité. Mais comme il n'avait pas de régulateur de tension, quand le vent soufflait très fort, les ampoules allumaient très fort, quand le vent soufflait doucement, nous avions des petites lumières. Voilà, mais enfin, il y avait une invention permanente à la maison. Il y avait une invention permanente, une gaieté, une joie de vivre. Et carpe diem. Carpe diem, c'était vraiment ça, quoi. Il fallait vivre, profite de ton temps, profite de ta vie, sois heureux. Là, il n'est pas question d'être heureux bientôt. C'est là, c'est maintenant, là et aujourd'hui. Et je me rends compte avec le recul, tellement de décennies plus tard, que mon père était d'une certaine manière bouddhiste, dans cette manière d'appréhender le présent, la force de l'appréhension du présent. Il avait une notion du présent qui était très très importante, qui est très forte surtout, et que j'ai gardé, quoi. Moi quand j'écris, voilà, j'écris, je suis là en train d'écrire. Quand je mange, je suis là en train de manger. Quand je parle à quelqu'un, je suis avec lui. Je suis jamais aucune part. Je suis indivisible quand je suis dans le présent. Je suis avec quelqu'un, je suis là. Et je trouve que c'est une force parce que quand à bien regarder, la seule chose qui existe c'est le présent, quoi, parce que le reste, soit on y pense, soit on va y penser, mais vraiment la seule chose vraie c'est le présent, quoi. C'est la chose dans laquelle je suis inscrit. Quand j'ai envie d'écrire, je me dis souvent, allez écrire, regarde-toi écrire. Tu vois, tu es en train d'écrire, c'est un bonheur, tu es en train d'écrire, c'est là, c'est maintenant. Pour ne pas avoir à dire dans 10 ans, ah c'était bien ce moment. Non, non, moi le moment je sais qu'il est bien, j'y suis là, maintenant, je sais qu'il est bien. Et c'est quelque chose qui me tient
droit, debout, qui me tient debout droit, la notion du présent. Parce que quand on regarde l'avenir, c'est tellement bouché. Quand on regarde l'avenir, c'est tellement bouché. Quand on regarde le passé, c'est tellement nostalgique qu'il ne reste vraiment qu'à vivre dans le présent. Et je recommande à mes meilleurs amis de toujours vivre dans le présent. Bon, d'abord, je crois qu'il faut, je ne sais pas si mon travail peut s'appeler une œuvre. Je ne sais pas à partir de quand on appelle quelque chose une œuvre. J'ai écrit ça, un roman, je ne sais pas si c'est une œuvre. Parce qu'une œuvre, moi quand on dit une œuvre, moi je pense à Proust, voilà, je pense à... Disons que j'écris avec une certaine régularité, avec une détermination de dire les choses que j'ai envie de dire. En quoi consiste mon œuvre? Je crois elle a commencé par parler de Maurice, parce que c'est comme ça, parce que quand on écrit ce qu'il y a autour de soi, on écrit les choses qui vous touchent, et puis il faut dire que Maurice est aussi un terreau extrêmement fertile. C'est un pays multiracial, c'est un pays compliqué, c'est un pays facile et difficile à la fois. C'est un pays, et moi-même je suis métisse, sur une île métisse, donc je crois qu'il y a assez là à creuser pour 50 romans, quoi. Mais en même temps, l'île métisse quelquefois m'étouffe, et donc je veux en sortir, Mon prochain roman par exemple se passe dans le Gujarat, en 2008. Voilà, je suis sorti un peu de l'île. J'ai un deuxième roman qui se passait en Angleterre dans les années 20. Mais en même temps, c'est ça en même temps le lieu, quoi. C'est que même quand on écrit sur l'ailleurs, on est toujours en train de dire des choses qui viennent d'ici, qui viennent des choses qui sont ancrées en vous. Et les choses qui sont ancrées en vous, ben c'est ça la justice ou l'injustice des faits. Vous êtes né là, les choses se sont ancrées en vous là et pas ailleurs. Et donc quelquefois, même quand on le veut, quand on le veut pas, les choses ressurgissent, les choses qui vous ont caressé quand vous étiez petit ressurgissent. Et j'ai commencé mon premier roman qui s'appelait Quartier de Pamplemousse, qui était des évocations d'enfance. Donc on dit toujours que le premier roman, on commence à parler de soi et de son enfance. Ben, là c'était la preuve même. Donc j'ai écrit ce premier roman. Et puis le deuxième s'appelait Le Voyage de Delcourt, qui était un livre pour moi très important, qui était la notion de l'amour absolu. C'était l'histoire d'un jeune Mauricien qui tombait amoureux d'une jeune juive emprisonnée à Maurice pendant la guerre, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre 39-45, il y a eu un contingent de 1680 juifs qui ont été emprisonnés à Maurice, qui venaient de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, le couloir de Danzig. Ils sont partis pour la Palestine. Et comme il y avait beaucoup d'émeutes en Palestine, les Anglais les ont rapatriés dans une autre colonie, donc qui était Maurice. Et ils sont arrivés ici, ils ont passé les 50 guerres ici. Et donc ce jeune homme qui est mauricien, qui a voyagé un peu, tombe amoureux d'une des jeunes juives qu'il y avait dans le camp. Et le 26 mai 1945, ben, les Juifs repartent, le rabbin reprend tous ses ouailles et il repart en Palestine. Il n'y a pas encore l'État d'Israël, donc ils vont. Et ce jeune homme qui avait vécu cette histoire fulgurante, donc cette fille aussi qui s'appelait Marika, ces deux jeunes ont vécu une histoire fulgurante, mais finalement la jeune fille juive lui dit « Écoute, moi il faut que je parte, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre la notion de la terre promise. Tu ne peux pas comprendre la notion de la terre promise. » Et le jeune Delcourt, qui lui est un Mauricien, qui est ancré dans sa terre et qui dit « Non, non, moi vraiment je ne peux pas comprendre. Je comprends deux choses. Moi j'ai pas de terre et on m'a jamais rien promis. Et deuxièmement, je ne comprends pas qu'on puisse préférer une terre à l'amour. Je ne peux pas comprendre
tu pourras m'expliquer toute la juivité, toute l'essence de la juivité, je ne comprendrai pas quelqu'un qui puisse renoncer à un amour pour une terre, je ne pourrais pas comprendre. Donc comme vous voyez, l'histoire se passe à Maurice, mais le thème lui-même n'est pas seulement mauricien. Et là, j'ai fait un troisième roman qui est la suite de Quartier de Pamplemousse, qui s'appelle Légère approche de la haine, qui raconte l'île Maurice douloureuse des années de l'indépendance, avec les bagarres raciales. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a un peu oublié, mais il y a eu des bagarres raciales, où il y a eu un millier de morts entre musulmans et créoles. C'était vraiment un moment très très dur pour Maurice, et qui nous a beaucoup marqué, les gens de ma génération. J'en parlais l'autre jour à d'autres amis écrivains, nous qui avions à cette époque 15 ans, 16 ans au moment de l'indépendance. Et c'est un moment, vivre une bagarre raciale quand on a 15 ans, 16 ans, c'est vivre une bagarre au moment où on a les sens et les émotions les plus exacerbées, quoi. Et c'est vraiment, on l'a vécu. Ceux qui étaient plus petits ne s'en rendent pas trop compte, et ceux qui étaient beaucoup plus grands le voient avec un autre œil. Et l'adolescence, vivent ça au moment de l'adolescence. Donc tous ceux qui ont maintenant 50 ans à peu près, 50, 60 ans, ont vécu ça. Donc j'ai écrit ce roman qui est sorti il y a quelques mois. Et j'ai un roman qui sort dans 4 semaines en France, et qui s'appelle Devina, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille blanche, très très riche, qu'on retrouve un matin assassinée. Et cette mort coagule, cette mort bouleverse complètement le pays et finalement coagule toutes les haines, toutes les rancœurs, fait ressurgir des haines qu'on croyait à jamais assouvies, quoi. Et tout remonte avec la mort de cette jeune femme, toutes les vieilles haines, les vieilles rancœurs, les rancœurs raciales, les rancœurs de classe, les rancœurs sociales, tout remonte. Et tout ça emmène le pays au bord de l'explosion des races et des religions. Mais bien sûr, comme la religion s'en mêle, comme on le sait, là où la religion s'en mêle, c'est toujours le désordre total. Mais finalement, tout se calme, c'est comme à Maurice, tout s'arrête. Et d'ailleurs, l'héroïne principale dit à un moment à son ami, « Tu vois, ça c'est bien l'île Maurice. Nous vivons dans un pays où nous préférons le mensonge qui construit plutôt que la vérité qui détruit. » Et je trouve que c'est vraiment... Il y a vraiment de Maurice dedans. On sait se mentir quand il faut. Maurice m'a souvent rappelé, je ne sais pas, à ceux qui ont vu le film La vie est belle de Roberto Benigni. C'est quelqu'un qui traverse un camp de concentration avec son enfant et qui du début à la fin ment à l'enfant en lui faisant croire que c'est une pièce de théâtre, que c'est un truc fantastique. Et finalement cet enfant traverse 2 années de camp de concentration sans une douleur parce que le papa lui a menti du début à la fin. J'ai toujours vu ce film comme l'éloge du mensonge. Et Maurice c'est un peu ça. Je pense qu'on peut dire de Maurice que c'est un pays qui sait se servir du mensonge. Et donc je pense que ça conditionne aussi les choses que j'écris. Cette nécessité du mensonge, cette nécessité de la forme elliptique pour y arriver, ne pas y arriver tout de suite, tourner autour pendant longtemps. Voilà, je pense que ce sont des choses qui conditionnent mon écriture. Oui, l'insularité est quelque chose qui conditionne en tous les cas autour de moi quand j'en parle. Quand j'en parle, je pense qu'il y a des gens, ceux qui écrivent, ceux qui peignent, les artistes surtout, sont très touchés par l'insularité. Et quand je dis touchés, je veux dire dans les deux sens. Il y en a qui en souffrent, c'est quelque chose de très dur, qui les enferme, et d'autres qui voient que c'est une notion d'espace avec la mer qui évoque l'infini. Moi, comme je suis prisonnier de nature, je suis de nature prisonnière. Donc je ne souffre pas de l'insularité. Je suis de nature prisonnière quand je suis
Quand je suis dans ma maison, je suis prisonnier de ma maison. Je vous disais tout à l'heure cette notion du présent. Voilà, moi quand je suis dans une maison, je suis un prisonnier. Je suis comme les guerriers Maasai. Vous savez, les guerriers Maasai qui n'ont pas la notion du temps. Si on les enferme, ils meurent. Voilà, le Maasai il meurt quand on le met dans une prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la notion de demain. Quand il est là, il pense que c'est pour la vie. Il ne sait pas ce qu'il y a demain, ce qu'il y a après-demain. Donc il meurt. Mais moi, je suis pareil. Donc je ne souffre pas de ça ici. Par contre, les îles ont ceci de particulier, c'est que souvent elles sont très belles. Il y a une esthétique de l'île qui est fantastique. Dans toutes les îles où j'ai été, il y a vraiment une esthétique qui appartient à l'île. Une lumière qui appartient à l'île, des couleurs qui appartiennent à l'île. Et ça qu'on aille en Guadeloupe, en Martinique, à Maurice, à Haïti, en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours... C'est pour ça que les gens des îles se sentent des choses en commun. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais il y a la douceur du vent, il y a des couleurs, il y a plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là, moi, c'est ça, au fait, d'être insulaire. C'est vivre toutes ces sensations-là. C'est pas le fait tellement d'être enfermé. C'est sûr que pour bouger, voilà, pour nous, il faut toujours 12 heures d'avion pour arriver en France ou en Angleterre ou quelque part. C'est sûr que c'est un peu pénible. Mais enfin, c'est pas vraiment gênant. Je pense que l'insularité, dans le temps, devait être quelque chose de très très dur. Quand je pense à mon père qui quand il a été faire ses études en Angleterre, prenait 4 mois de bateau pour arriver à Southampton. C'est-à-dire 8 mois pour aller et revenir, quoi. Ça devait être très très dur. Ça devait vous donner une sensation de claustrophobie qui devait être terrible. Mais moi, je ne la ressens pas aujourd'hui. Avec le transport, etc., je ne la ressens pas. Et puis, comme je suis quelqu'un qui voit très peu de personnes, qui ne fréquente pas grand monde, donc je suis de toutes les manières fermé dans mon univers, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille, je suis à Pampelune, je suis dans les environs, je suis avec les éléments, avec vraiment très très peu de personnes. C'est une question de sanité pour moi. Si j'essaye de vivre avec toute la société mauricienne, je serais vraiment très très mal à Maurice, je partirais tout de suite. Je suis bien à Maurice parce que je vis isolé. Si je vivais, si je vivais vraiment la réalité mélangée à toute la population mauricienne, je serais très très mal. Je serais très très mal parce que c'est les pays, c'est un pays qui porte des choses pas propices à la création, qui porte la rigueur des classes sociales. Il y a un sens des classes sociales ici qui m'épuise. Il y a, et surtout, au-dessus de tout, il y a une omniprésence de la religion qui me fait désespérer, qui fait reculer ce pays. Voilà. Les gens pensent qu'un jour c'est la crise économique ou la politique qui pourrait faire exploser Maurice. Pas du tout. Ce sont les religions qui vont causer la perte de Maurice. S'il y a un jour une perte, ce seront les religions qui emmèneront Maurice à la perte. À chaque fois que Maurice a été dans des passages difficiles, dans des moments durs, c'était en raison de cette omniprésence de la religion qui fait beaucoup de mal, enfin pas à Maurice seulement, mais qui fait beaucoup de mal dans un petit pays. C'est quelque chose qui emprisonne les gens d'une manière dangereuse. Mais j'espère que la gaieté et l'intelligence naturelle des Mauriciens saura leur faire passer au-dessus de ces dangers.